Le petit déjeuner politique. Et c'est le petit déjeuner politique ce matin, 7h47. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Roger. Alors à 9h30 tout à l'heure, vous serez confinement oblige en visioconférence avec le Premier ministre Édouard Philippe ainsi que les autres chefs de parti également pour le suivi de la gestion de la crise. On a vu déjà hier, il y a la mission d'information où le Premier ministre a détaillé énormément de choses. Est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui acte de transparence et dit-il la vérité ? Oui, je le crois. Il a d'ailleurs l'honnêteté de dire ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, comme l'a dit le Premier ministre hier. C'est un virus dont toutes les données ne sont pas connues aujourd'hui, qui est découvert par les scientifiques les unes après les autres, avec des données qui sont d'ailleurs variables dans le temps, y compris parce que je ne suis pas sûr que les Chinois aient fait toute la transparence nécessaire en temps utile. Et donc il essaye de faire la transparence sur ce qu'il sait, et nous sommes tous astreints, entre guillemets, au travail des chercheurs, des médecins, des épidémiologistes, pour qu'ils nous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils observent, ce que nous devons faire, au-delà du confinement, qui, comme tout le monde le dit, est la seule façon d'éviter la contamination entre les uns et les autres, et donc qui est la seule arme dont nous disposons aujourd'hui pour éviter que les urgences explosent dans l'ensemble du pays. Oui, c'est ça. Mais alors, avant de lancer le débat sur le déconfinement, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va intervenir, vous allez nous dire d'ailleurs si vous souhaitez avoir des dates assez précises, alors que le pic n'est pas atteint, on a encore énormément de choses à résoudre, Jean-Christophe Lagarde. Les commandes, les arrivées de masques, les tests de dépistage, par exemple, les traitements, on n'a pas encore tout compris à ce sujet. Est-ce que vous avez compris, vous ? Bon, d'abord, les masques, le monde entier est en train d'en commander, et comme le principal lieu de production se trouve la Chine, évidemment, tout le monde se retrouve en manque. C'est vrai des États-Unis, c'est vrai du reste de l'Union européenne, c'est vrai de la France. Ce qui est regrettable, moi j'ai présidé une commission d'enquête sur la grippe H1N1 il y a une dizaine d'années, et nous avions recommandé d'avoir plusieurs centaines de millions de masques en stock. Et malheureusement, un gouvernement précédent a décidé de supprimer ces stocks. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est vrai, des masques, des surblouses, des gants. Je crois qu'on a bien compris qu'on est en carence. Et du coup, le gouvernement flèche d'abord vers le personnel hospitalier, le personnel médical, parce que c'est le plus exposé, le peu de masques dont nous disposons. Après, il y a d'autres choses qui sont plus étonnantes. Par exemple, le fait que nous n'ayons pas autant de tests de dépistage qu'en Allemagne. Là, on a peut-être eu un retard à l'allumage, parce que si les Allemands en ont autant, c'est bien qu'ils ont dû les commander avant. Ouais. Alors, quelles sont vos attentes ce matin lors de cette discussion avec le Premier ministre ? La première chose, c'est la même franchise que celle dont ils ont peut-être pas jusqu'aujourd'hui. Moi, je crois que le temps n'est pas venu de tirer des leçons de la façon dont on aurait dû se comporter et des mesures qu'on devra prendre pour l'avenir. Le temps, pour l'instant, c'est comment on gère la crise, comment on en gère les conséquences sanitaires d'abord. Évidemment, vous voyez bien ces déplacements de malades qui vont d'une région à l'autre pour qu'on essaye d'accueillir tout le monde dans les hôpitaux, dans les urgences, avec le déficit que nous avons, tant en lit de réanimation que en respirateur artificiel, qu'en médecins, qu'en infirmières, qui sont spécialisés, parce qu'on ne peut pas s'improviser dans ces métiers-là. Donc c'est la première des choses. Et puis les conséquences économiques qui se font déjà sentir, vous y faisiez allusion tout à l'heure, et les conséquences sociales. Puis il y a une attente, c'est que tout ça, évidemment, va coûter très cher, et je ne comprends pas pour l'instant pourquoi on ne met pas plus à contribution les assurances, parce que je prenais cet exemple hier lors de l'audition du Premier ministre. Aujourd'hui, nous continuons à payer les cotisations d'assurance pour votre assurance automobile, pour l'assurance scolaire, pour l'assurance de tous les jours. Mais comme nous sommes confinés, il y a beaucoup moins d'accidents. Donc les assurances sortent beaucoup moins d'argent. Et ça fait, si c'est 2 mois de confinement, et je crois que c'est ce à quoi nous devons nous attendre au minimum, ça fait en réalité 15% des cotisations qui aujourd'hui sont versées sans que les assurances remboursent quoi que ce soit. Je pense qu'on devrait faire un prélèvement exceptionnel qui permette de financer les petites entreprises, les commerces, bref, toutes celles et tous ceux dont l'activité économique sera indispensable au moment du redémarrage et qui risquent de disparaître si jamais on ne finance pas leurs dépenses quotidiennes.
Alors, votre proposition, votre suggestion, Jean-Christophe Lagarde, qu'on comprenne bien, pour les assureurs, c'est qu'il y ait un prélèvement auprès des assureurs ou qu'ils suspendent un certain nombre de cotisations actuellement. Là, c'est peut-être plus difficile. C'est qu'il y ait un prélèvement auprès des assureurs, puisque je prends cet exemple, peut-être pas vous, puisque vous êtes en train de travailler, mais enfin, la plupart des Français ne prennent plus leur voiture ou très peu, donc il doit y avoir une division par 10, 20, 30, 50, je ne sais pas, du nombre d'accidents de la route. Ils n'ont donc rien à rembourser. Pour autant, nous continuons à cotiser. Et ça, c'est vrai aussi pour les assurances d'un certain nombre d'entreprises qui sont à l'arrêt, de toutes les activités qui sont habituellement assurées, qui génèrent des accidents, qui génèrent des remboursements. Ces remboursements n'ont pas lieu. Les assurances vont donc gagner beaucoup d'argent sur ces cotisations. Il est temps que cet argent serve aussi à assurer, notamment le tissu de petites entreprises, de moyennes entreprises dans d'autres pays, pour faire en sorte qu'on surmonte la difficulté économique qui est devant nous. Parce que pour l'instant, c'est évidemment l'aspect sanitaire qui prévaut, mais le gouvernement se doit de prévoir la sortie de la crise. Et la sortie de la crise, il est compliqué au niveau du déconfinement, on peut en parler, mais la sortie de la crise, c'est aussi de faire en sorte que le pays redémarre au lendemain du confinement. Et alors le déconfinement, ça devra passer par quoi? On l'évoque ce matin par région, par secteur d'activité, par tranche d'âge. Et évidemment, c'est soumis aussi aux tests de dépistage. Je crois que la première des choses, ce sont les tests de dépistage. Et la difficulté dans la matière, c'est pour l'instant que nous n'avons pas ces tests. Donc ce sont à travers les commandes et la production de ces tests, voire des produits réactifs qui permettent de faire fonctionner ces tests et qui semblent être en manque, que ça pourrait passer. Et évidemment, je pense que ce déconfinement risque d'être régionalisé puisque la situation n'est pas la même dans l'Est, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, voire en Bourgogne-Franche-Comté, que heureusement dans des régions aujourd'hui plus préservées, on verra si c'est la même chose dans quelques semaines, que sont les Pays de Loire, la Bretagne ou le sud-ouest de la France. Et donc ce déconfinement, je pense qu'il risque d'être progressif, régionalisé et si possible accompagné par des tests que nous devrions avoir, permettant de garantir d'une certaine façon que le virus ne repart pas, parce que c'est pas au lendemain du confinement, le virus n'aura pas disparu. Il continuera à circuler et les gestes de prudence, les gestes de distanciation sociale resteront nécessaires tant que les chercheurs n'auront pas trouvé à la fois un médicament qui permet de soigner rapidement ce coronavirus, et puis d'ici cet hiver, espérons-le, en tout cas le début de l'année prochaine, un vaccin qui permette de protéger la population. Oui. Alors, c'est vrai, vous avez raison sur toutes ces questions, Jean-Christophe Lagarde. Il y a quand même un souci dans l'organisation du gouvernement, même si aujourd'hui on a plus de transparence. On se demande qui pilote véritablement l'ensemble des opérations. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le bon chef de guerre tel qu'il a voulu le montrer il y a quelques jours quand il s'est montré à la manœuvre et puis il a demandé une union nationale? Alors, je pense qu'il a raison de demander une union nationale et que si des critiques, qu'il appelait même de ses voeux, s'il les juge nécessaires, doivent être formulées, c'est une fois qu'on aura surmonté ce pic. Vous savez, quand on a en ce moment nos soignants, les gens qui accompagnent les personnes dans les EHPAD, les gens qui assurent toute la chaîne de production qui permet aux Français de s'alimenter malgré le confinement. Je pense à ceux qui continuent à fabriquer des aliments, je pense aux caissières dans les supermarchés, aux livreurs, aux routiers. Est-ce que vraiment le sujet est de se poser la question qui est responsable de quoi? Moi, je vous dis, il y a une responsabilité qui est claire, c'est de ne pas avoir des masques, etc. Elle date d'avant, elle date évidemment aussi du gouvernement, puisque depuis 2 ans, il aurait pu en acheter. Mais tout ça, on verra après. Pour l'instant, c'est comment on arrive à sauver le maximum de personnes, comment on fait comprendre aux quelques Français qui ne respectent pas encore le confinement que notre attitude individuelle est la plus grande arme que nous avons contre ce virus, et comment on fait en sorte de préserver notre économie, parce que au lendemain de la crise sanitaire, nous devons essayer d'éviter le maximum d'avoir des drames économiques dont nous ne serions pas de relever. Ouais. Donc le Rassemblement national et les Insoumis qui tapent là actuellement sur le gouvernement et qui critiquent sont irresponsables dans leurs propos alors? En tout cas, je trouve ça regrettable. Vous savez, je veux bien que les uns parlent de nationalisation, les autres de fermeture des frontières, etc. Enfin, je vous ferai remarquer simplement que quand ils parlaient de fermeture des frontières, le virus s'était déjà propagé dans le monde entier, en France comme ailleurs. Il n'y a pas on aurait peut-être un petit peu plus évité en fait qu'il se propage de nouveau, quoi, en contrôlant davantage, non?
Excusez-moi, Monsieur Roger, mais quand le virus a été reconnu par la Chine, ça faisait déjà un mois qu'il était en train de se balader à partir d'un marché dans la région de Wuhan, qui est un marché international qu'il avait déjà diffusé dans le monde entier. Et vous avez des pays très surprenants, parfois très éloignés, qui sont atteints du coronavirus, alors même qu'ils avaient fermé leurs frontières. Donc ça n'a aucun sens, parce que le virus, pour le compte, il était malheureusement, du fait du silence de la Chine et du fait d'avoir voulu cacher cette situation, il était déjà diffusé à travers le monde. Oui. Le mot de la fin, Jean-Christophe Lagarde, avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, vous parliez tout à l'heure de confinement. Il semblerait que le confinement ne serait pas respecté dans un quartier populaire. Vous êtes, député de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il faut, comme le préconise le ministère de l'Intérieur, éviter de durcir le ton pour éviter justement les embrasements comme en 2005 ? Alors d'abord, je pense que pour ce que je peux en observer, c'est-à-dire la ville de Drancy où j'habite, c'est une légende. Parce que, et je le sais par la police municipale et la police nationale, 97% des gens qui sont contrôlés dans la rue sont des gens qui ont le papier qui est destiné à aller faire leurs courses, etc. J'observe d'ailleurs le dimanche, quand les magasins sont fermés, qu'il n'y a personne dans les rues. Donc, je veux bien que la France joue tout le temps à se faire peur avec les quartiers populaires et particulièrement avec la Seine-Saint-Denis. J'aimerais qu'on arrête avec les légendes, parce que si par exemple les hôpitaux de Seine-Saint-Denis en Ile-de-France ont été plus vite débordés que les autres hôpitaux à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, ce n'est pas parce que les gens respectaient moins le confinement, c'est parce que nous avons moins de lits d'hôpitaux, moins de lits de réanimation qu'ailleurs. Il suffit de regarder les statistiques et franchement là aussi, je sais bien qu'on a l'habitude de prendre des boucs émissaires. Je pense qu'on pourrait, pour une fois, être plus responsable et regarder la réalité. Le préfet de Seine-Saint-Denis, qui a dit qu'il n'hésiterait pas à appliquer un couvre-feu si c'était nécessaire, dit lui-même, ainsi que tous les élus du département lors de conférences audio, que nous n'avons pas ce genre de dérive. Peut-être que il est temps d'en finir avec les images d'Épinal et de regarder la réalité plutôt que les fantasmes. Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.